Paris à feu et à sang. La nuit d'horreur de Paris. La Gazzetta del Popolo, la fiera degli scandali. Le 7 février 1934, après la France, l'Europe et le monde découvrent avec stupeur dans les journaux que la veille à Paris, une émeute des forces d'extrême droite a tourné à l'affrontement sanglant, faisant vaciller, après les démocraties italiennes et allemandes, la République française. Le fascisme pouvait-il vraiment passer à Paris ce jour-là? Lorsqu'en 1922, Mussolini s'impose avec la marche sur Rome des chemises noires, beaucoup pensent, avec le socialiste belge Émile van der Velde, que seuls des pays méditerranéens pré-industriels sont réellement menacés par le fascisme. Mais avec la crise de 1929, le cercle des régimes autoritaires se resserre autour des quelques puissantes démocraties qui demeurent en Europe de l'Ouest après l'effondrement de la République allemande. Parmi celles-ci, la France, plus vieille démocratie d'Europe, où la Troisième République est établie depuis la fin des années 1870, demeure le modèle pour les quelques républiques sœurs. Mais ce modèle semble déjà épuisé, privé de tout prestige. Pourquoi la France semble-t-elle, en 1934, à bout de force? La société française vit dans les années 30 une crise globale d'identité. La France ne s'est pas vraiment relevée de la saignée de 1914 et s'abrite désormais derrière une ligne Maginot qui manifeste mieux que de longs discours sa peur de l'avenir et son repli sur son espace le plus étroit. Bien qu'elle cherche à maintenir son influence internationale, elle a manifestement perdu son extraordinaire vitalité du début du siècle qui lui avait permis, avec l'automobile, le cinéma et le radium, c'est-à-dire l'atome, d'inventer 3 des techniques fondamentales du XXe siècle. Et depuis 1931-1932, la France est touchée, avec un certain retard par rapport aux États-Unis et à l'Allemagne, par la crise économique mondiale de 1929. Un sentiment de marasme général et de pessimisme s'empare du pays et érode le sentiment républicain, autrefois largement majoritaire. Dans ces conditions, l'extrême droite, qui a toujours existé en France, connaît un développement inattendu et puissant. Quelles sont les composantes de cette extrême droite? On peut distinguer 3 cercles dans l'extrême droite des années 30. Le premier cercle est formé par les mouvements anti-républicains qui se sont développés dès le début du siècle avec l'affaire Dreyfus. Non dépourvus d'influence, ceux-ci demeurent néanmoins minoritaires. Leur composante principale, l'Action française de Charles Maurras, se présente comme un parti de contre-révolution monarchique, ouvertement hostile à la démocratie. Or, l'écrasante majorité des Français demeure attachée à la République. Au début des années 30, un deuxième cercle apparaît avec la dérive d'une partie de la droite républicaine vers les idées de l'extrême droite. Le colonel de Larocque a fondé, dès les années 20, un mouvement d'anciens combattants aux idéaux conservateurs et nationalistes, les Croix de Feu. D'abord proche de la droite parlementaire classique, il franchit, avec la crise, la frontière de l'autonomie politique. Patriote et conservateur, Larocque veut sauver la France de la menace nazie, mais en s'inspirant des méthodes des régimes autoritaires. Mobilisation des jeunes, les volontaires nationaux, qu'il entend agréger à son mouvement d'anciens combattants, ce sera le premier engagement de François Mitterrand, puis transformation de la République parlementaire en pouvoir présidentiel fort, capable d'intimider les communistes et les syndicats. Au fond, Larocque veut peut-être sauver la République contre elle-même, mais cette posture, de plus en plus agressive, le rapproche sans cesse de l'extrême droite pure et dure de Maurras. Enfin, un troisième cercle, beaucoup plus vaste, au moins potentiellement, comprend tous ceux qui ont cessé de croire dans les idéaux de la République parlementaire. Le climat moral du début de ces années 30 est anticonformiste, certes, mais de quel anticonformisme s'agit-il? Devant l'impuissance apparente des doctrines économiques libérales et des doctrines politiques républicaines, nombreux sont ceux qui cherchent des solutions nouvelles, s'inspirant tout à la fois du volontarisme autoritaire de Mussolini et de celui démocratique de Roosevelt. L'avenir se chargera de décanter ces diverses aspirations qu'on retrouvera aussi bien à Londres qu'à Vichy en 1940. Pour l'instant, le scepticisme inquiet des nouvelles générations joue d'abord en défaveur des vieilles barbes de la Troisième République et désarme l'opinion face à l'agressivité des ligues. Tout est donc prêt pour une explosion. Dans ce climat général de contestation et d'effervescence, quelle est la mèche qui allumera l'émeute? On savait la Troisième République incapable, impuissante, mais on la croyait encore honnête pour l'essentiel.
Tout d'un coup, on découvre que ce n'est plus le cas. Dans un climat d'instabilité gouvernementale et de crise politique à répétition depuis les élections de 1932, éclate en effet un scandale politico-financier, l'affaire Stavisky. Un génial escroc juif russe et plusieurs ministres radicaux sont impliqués dans ce scandale qui provoque dans tout le pays une spirale hystérique où l'on dénonce pêle-mêle la République parlementaire, les voleurs et la corruption soi-disant généralisée. Pour sortir de ce climat délétère, le leader radical Édouard Daladier forme alors un gouvernement de combat dont l'un des premiers actes sera le renvoi du préfet de police Chiappe, soupçonné à juste titre de liens étroits avec l'extrême droite. La réponse des ligues est immédiate. Le 6 février 1934, l'Action française et les Croix de Feu du colonel de Larocque appellent avec divers groupuscules fascistes à manifester à Paris. Réunis place de la Concorde, ces ligues tentent de franchir en force le pont de la Concorde, tandis que la Chambre des députés siège en séance de nuit au Palais Bourbon. La garde républicaine, fidèle à la démocratie, ouvre le feu. Une quinzaine d'émeutiers trouvent la mort. La France est au bord de la guerre civile. Le 7 février, le pays se réveille dans la stupeur. Le gouvernement Daladier, contraint à la démission, est remplacé par un gouvernement d'union nationale, présidé par l'ancien président de la République, Gaston Doumergue. Les appels au calme se multiplient, bien que les communistes, qui ont joint leur voix à l'extrême droite le 6 février, s'affrontent encore les jours suivants avec la police. Peu à peu, l'opinion se reprend, grâce notamment à la province. Le 12 février 1934, communistes et socialistes se retrouvent ensemble pour dénoncer le fascisme. La page de la division de la gauche est tournée. Cette gauche socialiste et communiste, en manifestant pacifiquement dans toute la France, démontre que la République n'est pas encore morte. L'extrême droite recule, les divers gouvernements d'union nationale qui se succèdent entre 1934 et 1936 prennent de plus en plus de distance vis-à-vis d'elle, et 2 ans plus tard, les droites seront battues très largement aux élections législatives par une coalition dite de Front populaire rassemblant socialistes, communistes et radicaux. Quelques semaines plus tard, le gouvernement dirigé par le leader socialiste Léon Blum prendra un décret de dissolution des ligues. Mais pourquoi l'extrême droite a-t-elle laissé passer sa chance avec l'émeute du 6 février ? On peut esquisser une réponse. La stratégie adoptée par les diverses forces d'extrême droite était en fait inadéquate au but recherché, soit trop violente pour un simple infléchissement de la République, soit trop spontanée et inorganisée pour une tentative sérieuse de prise de pouvoir. Encore moins n'y a-t-il à ce moment-là de relais extérieurs. Sans doute Mussolini éprouve-t-il de la sympathie pour l'extrême droite française. Mais au début de 1934, le Duce en est encore à s'entendre avec les gouvernements français et anglais pour limiter la force expansionniste d'une Allemagne hitlérienne qu'il redoute non sans quelque lucidité. Moins encore est-il question d'un complot allemand. À cette époque, l'extrême droite française est encore foncièrement anti-allemande et ne peut envisager de s'entendre avec les nouveaux maîtres de Berlin pour prendre le pouvoir à Paris. Il n'y a donc pas complot, mais certainement une dérive et un enthousiasme. Tout d'un coup, les militants d'extrême droite ont le sentiment que le mur républicain commence à céder. Et devant cette immense opportunité, ils avancent, sans coordination. Ceci ne signifie tout de même pas que les ligues n'avaient aucune stratégie. Mais si oui, laquelle ? Tout d'abord, c'est incontestable, ces ligues voulaient manifester leur hostilité à la République radicale et socialiste, établir un nouveau rapport de force favorable à la création d'un régime plus autoritaire, à mi-chemin entre fascisme et démocratie. Sans aucun doute, Maurras et Larocque se seraient-ils déjà félicités d'une évolution autoritaire ou présidentialiste du régime. Déjà, certains pensaient à un grand soldat, hypocritement apolitique, le maréchal Pétain, qui, est-ce un hasard, figurait pour la première fois comme ministre de la guerre, de l'éphémère gouvernement Doumergue au matin du 7 février 1934. Mais si l'extrême droite ne voulait pas prendre le pouvoir, le Front populaire a-t-il véritablement sauvé la République d'une dérive autoritaire ? Pas tout à fait non plus. Dans un premier temps, le Front populaire a en effet réussi à infléchir pacifiquement le cours de la République, là où la droite, alliée à l'extrême droite, avait échoué à le faire. En effet, avec le gouvernement Léon Blum, la Troisième République devient, à partir de 1936, une république démocratique et sociale, plus ouverte aux femmes, sans guerre civile ni violence grave. C'est déjà l'esquisse de ce que sera la Quatrième République après 1945. Mais en même temps,
l'objectif déclaré de Léon Blum d'endiguer la crise française et de rétablir la situation internationale du pays est loin d'être atteint. Le Front populaire ne parvient ni à réduire le chômage, ni à faire repartir la production, ni à empêcher l'abandon de l'Espagne républicaine. Il consent majoritairement à la capitulation de Munich en 1938. En 1939, la situation s'est donc considérablement dégradée. L'effondrement de la France sur le plan économique et international est tel que la Troisième République apparaît alors comme parfaitement inadéquate aux terribles défis qui lui sont opposés par des fascismes allemands, italiens, espagnols, désormais unis par leur victoire, et bientôt le renoncement de Staline lui-même à les combattre. Entre-temps, l'extrême droite, comme un virus, a fait sa mutation. Et cette fois-ci, elle résiste aux antibiotiques qui, en 1934, l'avaient encore contrainte au recul. Il n'est hélas pas exclu que si Hitler ne s'en était pas chargé, une extrême droite rassemblée, conspirative, plus influente que jamais, et ayant appris l'art du coup d'État de ses nouveaux amis germano-italiens, ait pu, vers 1939-1940, abattre pour de bon une Troisième République aux abois. Peut-être aurait-elle cherché pour le faire un certain maréchal Pétain, qui réussissait si bien comme ambassadeur à Madrid auprès du nouveau dictateur Francisco Franco.